Deuxième thème du programme d'histoire de première, la France dans l'Europe des nationalités, politique et société, 1848-1871. Composé de 3 chapitres, qui seront ici les 3 parties du développement, ce thème reprend là où le chapitre 2 nous a laissé, avec une monarchie de Juillet stable politiquement, mais un roi, Louis-Philippe, critiqué pour son absence de gestion de la crise économique. De 1848, la révolution qui fait naître la Deuxième République, à 1871, la fin du Second Empire, la France connaît 2 nouveaux systèmes politiques. Cette instabilité doit composer avec les transformations économiques et sociales de l'industrialisation et avec la création de nouveaux États, l'Italie et l'Allemagne, à laquelle la France participe, parfois contre sa volonté. Notre problématique sera d'essayer de comprendre comment la vie politique et la société française affrontent-elles ces bouleversements multiples qui s'alimentent les uns les autres. Première partie, la difficile entrée dans l'âge démocratique, Deuxième République et Second Empire, 1848-1870. Accusé de désintérêt face à la crise économique et la misère, le roi Louis-Philippe est chassé par une révolution en février 1848. La monarchie de Juillet est renversée et la République est instaurée le 25 février. C'est la deuxième fois depuis 1792. La France n'a donc plus de roi, et différentes tendances sont représentées dans le gouvernement provisoire qui se met en place, gouvernement qui parvient à garder le drapeau tricolore face au drapeau rouge socialiste que souhaitait imposer une partie des révolutionnaires. Le retour de la République suscite une envie euphorique de démocratie. C'est l'esprit de 1848. En quelques jours, les libertés de la presse sont étendues, les clubs politiques sont rétablis, l'esclavage et la peine de mort pour crimes politiques sont abolis, et le suffrage universel masculin est institué, faisant passer le nombre d'électeurs de 250 000 à 10 millions de personnes. Les femmes, par contre, restent exclues de la vie politique. Pour régler la crise économique, qui a causé la perte du roi Louis-Philippe, la République crée des ateliers nationaux, des chantiers publics d'État employant des milliers de chômeurs. Ces ateliers sont financés par une hausse des impôts de 45%, ce qui mécontente bourgeois et paysans. La victoire des républicains modérés aux élections législatives d'avril 1848 pousse les clubs politiques et les meneurs socialistes mécontents à mettre la pression sur la toute nouvelle Assemblée nationale. En représailles, le gouvernement ferme les ateliers nationaux dès le mois de juin, entraînant une révolte des ouvriers chômeurs parisiens et marseillais, révolte violemment réprimée, 5 000 morts, 12 000 arrestations. C'est la fin du rêve d'une république fraternelle et sociale. Par ailleurs, en novembre 1848, la Constitution de la Deuxième République partage les pouvoirs entre l'Assemblée nationale et une nouvelle fonction, directement inspirée du système américain, le président de la République. Après la première campagne présidentielle de l'histoire de France, les citoyens élisent Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de qui vous savez, pour 4 ans non renouvelables. Bonaparte représente le parti de l'ordre, regroupant des royalistes, des conservateurs et tous les opposants aux socialistes. En mai 1850, le parti de l'ordre fait modifier les règles du suffrage universel, retirant le droit de vote à 3 millions d'ouvriers, une catégorie sociale qui lui est politiquement défavorable. En décembre 1851, alors qu'il entre dans la dernière année de son mandat présidentiel, Bonaparte organise un coup d'État pour se maintenir au pouvoir, puis se fait couronner empereur en décembre 1852. La Deuxième République meurt, laissant la place au Second Empire. Napoléon III reprend les codes de Napoléon Ier, concentre les pouvoirs exécutifs et législatifs, exile ou emprisonne ses opposants politiques, comme Victor Hugo par exemple. Officiellement, Napoléon III sauvegarde le suffrage universel, mais les élections ne sont ni libres ni justes, les candidats officiels, approuvés par l'empereur, étant clairement avantagés. De plus, l'Assemblée nationale n'a qu'un pouvoir théorique, elle est surtout la caisse enregistreuse des décisions de l'empereur. Au nom de la doctrine du césarisme démocratique, inspirée du consulat romain et de Jules César, Napoléon III entend garder un contact direct avec les citoyens qu'il consulte lors de plébiscites, des questions posées sur la confiance que le peuple fait à Napoléon III. Mais les citoyens français, lassés d'être peu informés ou manipulés,
se détourne de la vie politique. Toutefois, en manque de soutien, Napoléon III est obligé d'assouplir son attitude autoritaire. Il tente de séduire les ouvriers en leur octroyant le droit de grève, en 1864, puis accorde plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, remet en place les libertés de la presse et révise la Constitution. En 1870, à la veille de sa disparition, le Second Empire ressemble beaucoup à la monarchie de Juillet, cette monarchie parlementaire mise en place en 1830. Deuxième partie, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France, 1848-1871. En Angleterre, dès la fin du XVIIIe siècle, la forte hausse de production de métaux et de textiles prend le nom de révolution industrielle. Celle-ci découle de progrès techniques, invention de la machine à vapeur par James Watt, du train ou de la fonte, mais aussi d'une nouvelle organisation du travail. Machines et salariés sont regroupés au même endroit dans des usines ou industries. Il faut attendre les années 1850 pour voir les usines se multiplier en France. C'est l'industrialisation. L'industrie textile occupe à elle seule plus de 2 millions d'ouvriers. Cette industrie impacte la manière de commercer. La France exporte vers les pays moins industriels. Dans les villes apparaissent les grands magasins, comme le Bon Marché ou les Nouvelles Galeries à Paris, et avec eux la publicité, les vitrines attractives, les promotions, des prix peu élevés qui révolutionnent les pratiques du commerce et ruinent les petits commerçants. Napoléon III, lui, pense que la prospérité économique garantit la paix sociale. Il encourage donc l'essor économique du pays. Sous le Second Empire, le réseau de voies ferrées passe de 4 000 à 17 000 km, connectant les grandes villes, les ports et les bassins de production industrielle. Napoléon III soutient aussi la construction du canal de Suez en Égypte pour favoriser le commerce maritime. Il défend également l'aménagement des terres agricoles. De grands travaux sont accomplis, comme l'assèchement des marécages, l'irrigation des zones sèches, en Provence, ou le défrichement et le remembrement avec les forêts des Landes, afin de développer des activités partout en France, y compris dans les zones avec peu d'atouts. Enfin, Napoléon III lance de grands travaux d'urbanisme. Il confie au baron Haussmann le soin de moderniser Paris. Les vieux quartiers populaires sont détruits, les avenues élargies, des réseaux d'eau, de gaz, des parcs et jardins sont créés, des immeubles bourgeois sont implantés. Les populations les plus pauvres sont-elles rejetées en périphérie de la ville. D'autres villes françaises, comme Lyon ou Bordeaux, reprennent ce même modèle d'urbanisme. La société française est alors en pleine mutation, mais les progrès ne profitent pas à tous. En campagne, le monde rural connaît une croissance économique. L'agriculture se mécanise, les régions exportent leur production grâce au train, sauf les régions les plus reculées et pauvres qui restent isolées. 1 million de ruraux quittent les campagnes pour les usines des villes. Mais ceux qui sont restés voient leur niveau de vie augmenter grâce à la hausse des prix agricoles et sont donc fidèles au Second Empire qui a su améliorer leurs conditions de vie. Dans les villes, 3 nouvelles classes sociales distinctes apparaissent. D'abord une nouvelle bourgeoisie, tirant ses revenus de l'industrie. Ces nouveaux riches, hauts fonctionnaires, gros commerçants, banquiers, industriels, accordent une grande importance au travail, au mérite et à l'argent, symbole de leur réussite. Ensuite, les classes moyennes, enseignants, petits fonctionnaires, employés de bureau, qui cherchent à s'élever socialement pour se rapprocher de la bourgeoisie, sans en avoir le pouvoir d'achat. Enfin, les ouvriers, que l'on appelle aussi prolétariat, vivent dans des conditions misérables. Si le droit de grève leur est donné, en 1864, ils demeurent contrôlés par leur patron, via le livret ouvrier notamment, surtout lorsque les idées socialistes se répandent. Leur hostilité à l'égard de l'Empire et de l'Empereur est renforcée par la répression sanglante de grèves, comme à la Ricamarie en 1869, lorsque l'armée tue 14 grévistes qui réclamaient une hausse des salaires. Troisième partie, la France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie. La France du Second Empire participe bien malgré elle à l'unité italienne et à l'unité allemande. L'Italie n'existe pas. La péninsule est divisée en 8 États, dont 4 sont sous la domination autrichienne. Cela fait 8 territoires qu'il faudrait regrouper. C'est le royaume du Piémont-Sardaigne
qui est l'état moteur de l'unité. Dès 1859, le Piémont-Sardaigne demande une aide militaire à la France, notamment pour chasser les Autrichiens. Napoléon III accepte, et l'armée française bat l'armée autrichienne à la bataille de Solferino, libérant ainsi le nord de l'Italie. En échange de cette aide, la France reçoit 2 territoires, la Savoie et le comté de Nice. En 1861, le royaume d'Italie est proclamé, mais Napoléon III interdit que l'on y intègre les États du pape, et notamment la ville de Rome. Devant le refus du royaume de Piémont-Sardaigne de céder à cette demande, l'armée française change de camp. Elle ne se bat plus aux côtés de l'armée italienne, mais rejoint l'armée du pape et en protège désormais le territoire. Du côté de l'unité allemande, pour que l'Allemagne se fasse, il faut rassembler 39 territoires allemands, de taille et de puissance inégales. C'est le royaume de Prusse qui sera l'état moteur de l'unité. En 1866, les Prussiens battent les Autrichiens à Sadowa. Puis, la Prusse annexe peu à peu les petits États allemands au sein d'une confédération d'Allemagne du Nord. Mais pour terminer son unité, l'Allemagne a besoin d'un territoire que la France possède, l'Alsace-Moselle. À l'été 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse et rappelle les troupes basées à Rome. Les Italiens en profitent pour annexer les États du pape et finalisent leur unification. La guerre contre la Prusse est une débâcle pour l'armée française. En quelques semaines, les Prussiens sont victorieux et intègrent l'Alsace-Moselle pour terminer leur unité, proclamant dans la foulée l'Empire d'Allemagne. Troisième conséquence à cette guerre, c'est que Napoléon III a été fait prisonnier par les Prussiens à la bataille de Sedan. Le Second Empire disparaît lorsqu'une révolution parisienne profite de la vacance du pouvoir pour établir la Troisième République. Nous sommes le 4 septembre 1870. Les années 1848-1871 voient se succéder 2 nouveaux régimes politiques en France, la Deuxième République, puis, dès 1852, le Second Empire. La France garde le même dirigeant, Louis-Napoléon Bonaparte, démocratiquement élu président en 1848, puis empereur des Français après son coup d'État et son couronnement. En ce milieu du XIXe siècle, que faut-il retenir sur cette France toujours instable politiquement, confrontée aux transformations économiques et sociales de l'industrialisation et à la naissance des États voisins de l'Italie et de l'Allemagne? D'abord, la France n'arrive pas à instaurer durablement un régime démocratique. Si la Révolution de 1848 met définitivement fin à la monarchie, la Deuxième République naissante rate son objectif d'une république fraternelle et sociale. Le suffrage universel masculin fonctionne durant seulement 2 ans, le temps d'élections législatives et, pour la première fois, d'une élection présidentielle. Mais la restriction du suffrage universel en 1850, suivie de l'instauration du Second Empire et de son système électoral truqué, enterre l'idéal démocratique. Il faudra attendre 1865 pour que Napoléon III, contraint et forcé, redonne plus de pouvoir à l'Assemblée et plus de liberté aux citoyens. Ensuite, la France réussit plutôt bien le passage à une économie industrialisée. Les progrès techniques et le développement des industries révolutionnent l'économie française, mais aussi les pratiques commerciales. C'est la naissance des grands magasins. Napoléon III encourage l'essor économique, en favorisant les moyens de transport, notamment le train, et en lançant de grands travaux d'aménagement agricole. Enfin, en confiant la refonte urbaine de Paris au baron Haussmann, Napoléon III ambitionne de faire de la capitale une vitrine moderne et luxueuse de la France, à l'exemple de Londres. Mais toutes les catégories sociales ne profitent pas de l'essor industriel. Si les paysans, une nouvelle bourgeoisie d'affaires et une classe moyenne urbaine en sont les grands gagnants, et donc plutôt fidèles à l'empereur, les populations pauvres des campagnes et la nouvelle classe sociale des ouvriers sont les laissés-pour-compte de l'industrialisation. Eux seront hostiles à Napoléon III. Enfin, la France participe à la naissance de 2 nouveaux États, l'Italie et l'Allemagne. D'abord, Napoléon III s'engage en guerre aux côtés des Italiens, puis contre les Italiens lorsque ceux-ci s'en prennent aux États du pape. Ensuite, il engage dans une guerre contre les Allemands la France, une guerre perdue en quelques semaines à l'été 1870. Les Allemands, en annexant l'Alsace-Moselle, et les Italiens, en profitant du départ des troupes françaises basées en Italie, réalisent leurs unités
avec la contribution involontaire de la France. Lors de cette guerre de 1870, Napoléon III est fait prisonnier, ce dont profitent ses opposants politiques pour proclamer la fin de l'Empire et la naissance de la Troisième République. Le Second Empire disparaît, victime de sa politique étrangère. Dernière chose, n'oubliez pas que l'histoire demande l'emploi d'un vocabulaire précis qu'il faut maîtriser, savoir réutiliser à bon escient. République, Second Empire, suffrage universel, parti de l'ordre, césarisme démocratique, plébiscite, industrialisation, grand magasin, prolétariat. L'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.